tous et merci d'être venus. Je crois que nous allons pouvoir commencer et je suis très heureux de recevoir ici Victor Dixen pour son nouveau roman Cogito. Alors nous avons eu pour les latinistes une discussion pour savoir est-ce qu'on dit cogito ou cogito. Il semblerait qu'aujourd'hui les deux prononciations soient acceptées, mais pour le principe on va prendre cogito. Voilà. On se met d'accord. On s'est mis d'accord. Très bien, donc nouveau roman après Phobos, qui a fort bien marché, parce que j'ai pu comprendre que maintenant il était traduit en anglais, etc. Et donc, vous restez dans le même univers, on va en reparler après, mais encore un peu plus avant dans le temps. Oui. Hein. Et donc, Cogito, alors peut-être on va commencer par présenter à tout le monde un petit peu l'environnement général du roman pour que vous puissiez mieux apprécier ensuite la discussion qu'on va avoir. Disons que d'abord il y a une réflexion, vous avez une réflexion sur l'évolution de la société et vous la projetez dans l'avenir. Oui, disons que quand je me mets à écrire un roman, et surtout en science-fiction, ce qui m'intéresse, ce sont des questions. J'ai pas vraiment de réponse, mais il y a des éléments dans la société que j'observe autour de moi qui m'interpellent. Et dès lors, l'écriture, c'est un moyen de creuser, d'essayer de comprendre où ces éléments, ces innovations peuvent nous amener. Dans Phobos, c'était vraiment le redémarrage de la conquête spatiale. Hein. Quand j'ai commencé à l'écrire, on parlait de plus en plus de la planète Mars. Et la NASA, les entreprises privées promettaient qu'on allait y retourner dans les décennies à venir. Et également la société du spectacle, cette société d'écran qu'on s'est construit autour de nous, qui, quelque part, ressemble aussi un peu à une prison. C'est ces deux éléments qui m'ont inspiré dans Phobos et que j'ai projeté comme ça dans de l'anticipation, donc un futur assez proche qui pourrait arriver demain. Dans Cogito, il y a également deux éléments de notre monde aujourd'hui qui m'ont interpellé. D'une part, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus, c'est la manière dont l'intelligence artificielle va complètement révolutionner notre société, à la fois l'économie, la politique, l'écologie, l'industrie, l'agriculture, rien ne va y échapper. Et je me suis dit, c'est le moment d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait donner dans quelques dizaines d'années. On se projette un peu plus loin que Phobos, effectivement, je dirais, alors je ne mets jamais de date dans mes romans, hein, pour ne pas les dater, justement. Je dirais que Phobos, on est dans les années 2030, sans doute. Avec Cogito, on va plutôt être en 2050-2060. Donc le premier élément, c'était vraiment l'intelligence artificielle. Et très vite, ça m'a amené à un deuxième élément, qui est le cerveau humain. Parce qu'on fait énormément de découvertes de nos jours également sur la manière dont le cerveau humain fonctionne. Et plus on découvre des choses, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses, d'éléments à découvrir encore. Et ces deux dimensions, l'intelligence artificielle et le cerveau humain, l'intelligence réelle, pour ainsi dire, sont intimement liées. Voilà. Et il y a des conséquences. Alors, on va y revenir beaucoup plus dans le détail parce que c'est vrai que c'est le cœur de l'intrigue du roman, quelque part. Mais disons qu'il y a déjà, par exemple, vous penchez sur... Vous estimez que les États-nations vont disparaître au profit du tout privatisé. C'est l'essor des GAFA. Ah oui, c'est un élément déjà dans Phobos que j'avais commencé à esquisser. Hein. Dans Phobos, la NASA est privatisée, le gouvernement américain vend tous ses actifs, les autoroutes, les écoles, les musées et la NASA. Je vais aller encore un pas plus loin dans Cogito, où effectivement les entreprises sont devenues des méga-corporations qui ont également pris en charge l'éducation des citoyens. Donc l'éducation nationale s'arrête au secondaire, on s'arrête à la fin du lycée, et ensuite ce sont les corporations qui vont faire leur marché parmi les lycéens et décider ceux qui iront sur des campus de corporations pour apprendre un métier, et les autres malheureusement seront laissés sur le terreau, car c'est un peu le revers de la médaille de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, c'est qu'énormément d'emplois sont appelés à disparaître. Alors certains économistes disent que d'autres emplois vont être créés, hein, c'est ce qu'on appelle la destruction créative, mais de plus en plus on se rend compte que le nombre d'emplois qui vont être créés par l'intelligence artificielle sera sans doute bien inférieur à ceux qui seront détruits. Donc ça c'est un énorme challenge pour les politiques et pour les économistes hein, dans les années à venir. On en parle de plus en plus et c'est un sujet, je pense, que les citoyens doivent vraiment s'approprier, parce que ça va être un des grands défis de ce siècle. Pour moi, il y a deux grands défis du XXIe siècle, c'est l'écologie, la planète, et l'automatisation, l'intelligence artificielle. Alors, l'écologie, effectivement, vous l'abordez de temps en temps en passant. Il y a eu manifestement le réchauffement climatique. On apprend que la Bretagne est devenue le grenier à blé de la France. Voilà. Bon, ça surprend toujours un petit peu. Épinal peut-être aussi. Hein, et puis
Épinal, oui, peut-être, va devenir une zone très chaude. Les palmiers du monde de la Moselle, peut-être, après tout, qui sait. Et effectivement, vous parlez aussi de ces conséquences de la mécanisation et des intelligences artificielles qui vont donc contrôler tous les robots. Et donc, ça entraîne effectivement le chômage. Et vous faites une description qui est finalement assez effrayante de tous ces gens qui perdent les uns après les autres leurs emplois sans aucune chance. Alors surtout si on a échoué au bac, alors on peut peut-être en parler une minute parce que j'ai adoré le bac nouvelle manière. Enfin j'ai adoré, non. J'ai été effrayé par le bac nouvelle manière. Alors c'est vrai qu'on a gardé l'acronyme, les initiales du bac, mais ça ne signifie plus baccalauréat, ça signifie brevet d'accès aux corporations. Donc ça dit bien cette privatisation de l'enseignement et cette... Et alors il y a une négociation, c'est expliqué au début du roman, un bras de fer comme ça entre le gouvernement et les corporations tous les ans pour savoir quel sera le pourcentage en fait de réussite au bac de la population d'une génération d'étudiants qui vont passer. Alors les corporations veulent en prendre toujours moins parce qu'il y a des robots qui prennent les jobs et le gouvernement pousse pour garder un taux assez important. Donc c'est l'objet à chaque fois d'une négociation. Et mon héroïne, on viendra par la suite peut-être plus en détail, Roxane, ses parents étaient comptables et ils ont tous les deux été remplacés par des robots. Ils ont été déclassés et depuis elle est vraiment en lutte contre la société. Elle refuse complètement ce monde du futur que les corporations préparent à la jeune génération. Et du coup elle est en décrochage scolaire complet, elle est même tombée dans la délinquance. Et elle va avoir l'opportunité à un moment de décrocher une bourse pour un stage où on lui promet par une certaine technologie qu'elle pourra avoir son bac. On va revenir là-dessus après, mais effectivement, dans cette notion de déclassement social, et c'est vrai que ça, c'est des choses que l'on sent déjà aujourd'hui, vous poussez le paradoxe à son maximum, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il revient moins cher d'avoir des humains pour faire certaines tâches non qualifiées sous les ordres d'intelligence artificielle. Oui, c'est un peu en fait le paradoxe, c'est-à-dire que l'automatisation c'est pas nouveau, hein. C'est depuis le milieu du siècle, on a commencé à automatiser certains postes dans les usines, la deuxième révolution industrielle puis la troisième, mais ce qui est vraiment spécifique de la révolution de l'intelligence artificielle qui a commencé, qui va ne faire que s'accentuer au cours des années à venir, c'est que tous les emplois sont désormais menacés. C'est pas uniquement les tâches répétitives en usine, c'est aussi les tâches intellectuelles. Alors d'abord les tâches intellectuelles dites répétitives, donc tout ce qui va être comptable, également une grande partie des métiers d'avocat vont être remplacés. En médecine également, dès aujourd'hui, la radiologie par exemple, les intelligences artificielles sont beaucoup plus efficaces que des humains pour repérer par exemple une tumeur sur des radios. Donc les radiologues, qui sont pourtant des emplois très qualifiés, vont rapidement disparaître. Aucun champ ne sera épargné, donc c'est ça qui est assez terrifiant dans cette... Même les auteurs vont disparaître. Même les auteurs vont disparaître, c'est explicité effectivement dans le roman. Il y a déjà certains livres qui sont écrits par des intelligences artificielles, ça reste très confidentiel, mais ça va se développer de plus en plus. Il n'y a aucune raison en fait que l'intelligence artificielle n'envahisse pas comme ça tous les champs de l'activité humaine. Et c'est vrai